Bonjour, je suis Séverine Coffino, je suis coach en développement personnel et professionnel, hypnothérapeute et formatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de vous. Qu'est-ce que c'est l'estime de vous? C'est la valeur que vous vous donnez, la valeur que vous avez à l'intérieur de vous, en différence, en comparaison avec la confiance en soi, qui elle est notre capacité à nous mettre en action, à entreprendre certaines choses. Et pour avoir confiance en soi, très souvent, il faut avoir une estime de soi qui soit quand même un minimum développée pour qu'on ait ce ressort, cet élan qui nous autorise à nous mettre en action. Alors, comment on fait pour ne pas avoir une estime de soi développée? J'ai envie de dire, on ne le fait pas exprès. C'est toute une circonstance, c'est tout un concours d'événements, de mots entendus, d'événements traversés qui vont faire que l'on va interpréter en se disant, en se racontant que l'on ne mérite pas, que l'on n'est pas capable, que oui, on n'a pas la capacité de, on ne mérite pas de réussir, on ne mérite pas d'être aimé, on ne mérite pas de pouvoir changer de vie, par exemple, si c'est quelqu'un qui est dans une transition de vie. Euh, et tout cela va venir dégrader l'estime et du coup empêcher ou en tout cas retarder, handicaper la mise en action, la prise de décision, l'affirmation de soi. Alors, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est irrémédiable? Bien sûr que non, ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose que l'on vit tout d'abord à travers des messages que nous recevons ou nous ne recevons pas dans notre enfance, dans notre environnement, que ce soit avec nos parents, à l'école, dans notre milieu éducatif, social, avec à un moment donné peut-être un manque d'encouragement, de soutien, parce que ça ne se fait pas dans la famille, par exemple. Si on compare deux familles avec un enfant qui a eu des parents encourageants, des parents qui disent tu as le droit de te tromper, qui valorisent l'effort, développent une forme déjà de psychologie positive, d'accompagnement positif, très encourageant, ce sera plus facile pardon, très certainement pour cet enfant de grandir avec déjà une valeur, avec une valeur de lui-même, avec une conscience de ses capacités, du fait aussi qu'il a le droit de se tromper par exemple, et donc il sera tout à fait plus à même de pouvoir oser des choses, de pouvoir s'affirmer. Donc voilà, et je ne suis pas là pour blâmer les parents, je suis maman également, et je sais combien c'est difficile par moment d'apporter ce soutien-là positif. Et, on n'est pas là pour juger, c'est juste pour expliquer d'où ça peut venir. Et après, quelque part, deux enfants qui auront été éduqués par les mêmes parents n'auront pas les mêmes ressorts la même capacité de développer une estime d'eux. Donc ça veut dire que c'est pas lié qu'à ça. C'est après notre capacité à se dire, bah, vu que j'ai reçu ou je n'ai pas reçu tel type de soutien, bah, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais et quelles expériences je vais vivre au fur et à mesure de ma vie, donc enfance, adolescence, jeune adulte, adulte, etc., qui vont venir faire que je vais me créer d'autres croyances. Soit je vais venir renforcer cette croyance comme quoi, ben, en effet, je ne mérite pas parce que même mes parents ne m'ont pas tendu la main, etc. Ou alors, au contraire, je vais me dire, ok, mes parents ne l'ont pas fait pour X raisons, mais j'ai un professeur qui m'a tendu la main, qui a eu un regard bienveillant quand j'avais des difficultés. J'ai un professeur de sport qui m'a encouragée parce que j'avais des résultats et qui m'a poussée à aller encore plus loin. J'ai une amie avec qui bah, j'ai développé une super relation et du coup bah, j'ai développé ma connaissance de moi-même, les ressources que j'avais parce qu'elle a été à l'écoute. On a eu des discours très enrichissants l'une vers l'autre et du coup ça m'a donné une espèce d'assise comme ça assez confortable pour me permettre d'affronter des événements plus compliqués. Donc il n'y a pas que les parents, vous l'avez compris, il y a tout l'environnement, toutes bah, les personnes, les situations qui composent notre vie qui font que on va développer cette estime de soi plus ou moins prématurément ou pas. Et puis après, il y a alors des tempéraments, on va dire, ou des facilités à être déjà dans cette vision de ce que peut apporter l'estime de soi pour justement être capacité de se mettre en action après. Moi, mon métier en tant que coach et même hypnothérapeute, c'est pas d'aller creuser l'enfance, etc. Bien entendu que c'est intéressant d'aller identifier si potentiellement il y a un point d'origine, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ok, peu importe, j'ai envie de dire, votre vécu, euh,
votre expérience de ça, de cette estime de vous, aujourd'hui. Quel est le constat? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez? En quoi c'est un problème pour vous? Et qu'est-ce que vous décidez d'en faire pour demain? Moi, c'est ça mon intérêt quand je vous accompagne. C'est pas quelque part d'aller pleurer un petit peu ce qui n'a pas été euh, et, euh, et d'aller s'apitoyer là-dessus. Un coach, il met en action, un coach, il développe l'autonomie de son coaché. Et donc, ça va être favoriser toute la connaissance de vous-même et la façon dont vous allez aller chercher toutes vos ressources, toutes vos réussites, parce qu'il y en a eu, et peut-être qu'elles ne sont pas encore remontées à votre conscience, mais vous avez forcément eu des réussites, qu'elles soient sur un plan personnel, professionnel, amical, et se dire de ça, comment on décortique, comment vous avez fait pour réussir, qu'est-ce que vous avez mis en place, à quelles ressources vous avez fait appel, quelles qualités, et de se dire de ça, comment je suis capable de le reproduire, de le modéliser pour demain. Peut-être que un enfant qui a été très persévérant, malgré des résultats compliqués, malgré justement à la maison potentiellement un manque de soutien parce que les notes, elles n'étaient pas là. Mais par contre, qui a toujours euh, révisé, qui a toujours travaillé, qui a ce goût de l'effort, et qui du coup était sur les bulletins récompensé non pas pour ses notes forcément, mais par en tout cas on a vu que voilà que les leçons étaient apprises, etc. Maintenant il manque un peu de réussite, mais en tout cas travail, on voit qu'il y a du travail à la maison par exemple, des petites appréciations comme ça, ou un prof de sport qui va encourager en disant ben voilà on voit que tu t'es entraîné, c'est bien, continue, ça va payer. Et bien forcément à un moment donné cette personne, il va falloir qu'elle prenne conscience que ça, ce qu'elle a développé là, cette capacité, cette persévérance, cette capacité de malgré tout donner, même si c'est difficile, même s'il n'y a pas de résultat tout de suite. Mais ça, c'est un sacré atout. C'est un sacré atout dans sa vie, ça l'a été, mais ça va continuer à l'être pour des expériences pour demain. Et que c'est quelque part quelque chose qu'elle a dans son chapeau, dans sa mallette magique, appelez ça comme vous voulez, qu'elle va pouvoir à chaque fois ressortir en disant mais non, mais là, ok, il y a une difficulté, mais moi je sais que je suis endurant. Je sais que j'ai une capacité de travail, que j'ai une capacité de, de donner, de donner de l'effort, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de résultat tout de suite. Et que quelque part, c'est ma façon aussi de fonctionner. Donc, ce nouveau poste qui m'arrive, qui m'est proposé, peut-être que tout de suite, je ne vais pas avoir des résultats fulgurants et que je ne vais pas être le numéro un de l'équipe, mais je sais que j'ai une capacité de travail, de montrer ce que je sais faire et que je serai au moins reconnue pour ça, pour la personne qui va être une travailleuse. Et ça, c'est d'une sacrée qualité. Alors vous voyez, développer l'estime de soi, c'est avant tout bien se connaître. Bien se connaître et lister ce qu'on fait de bien, nos talents naturels, nos qualités, ce qu'on a appris d'une ancienne expérience. Et du coup, qu'est-ce qu'on souhaite garder de ça? Qu'est-ce qu'on souhaite améliorer, retravailler? Donc, c'est cela. Et ça nécessite, un autre aspect très important, d'être assez honnête. Honnête avec qui on est, honnête avec nos bons aspects, mais avec nos moins bons. Reconnaître nos limites et accepter toutes les parts de nous. La part un peu plus sympa et la part qu'on appelle notre part d'ombre qui l'est un peu moins. Et être honnête avec notre entièreté, notre singularité. Euh, et être honnête, ça veut dire qu'il a fallu s'accepter. Qu'il a fallu accepter certains éléments de notre caractère, potentiellement de notre physique aussi, et se dire, voilà, je suis fait de ça. Je ne suis pas que ça, mais il y a une partie de moi, c'est peut-être, je suis très têtue. Je suis très têtue, ça me joue des tours, ça me, par moments, m'empêche d'être ouvert et du coup de voir certaines solutions parce que je suis dans une espèce de tunnel comme ça, un entonnoir. Donc, mais voilà, à un moment donné, juste accepter ça. Et accepter ne veut pas dire baisser les bras et se dire, voilà, c'est comme ça changera jamais. Mais en tout cas, se dire, ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça explique mon histoire, ça explique peut-être certains échecs professionnels ou certaines mésaventures. Et juste être très clair avec ça, toujours en rappel de l'honnêteté, et se dire, voilà, je me connais, je suis honnête, j'accepte certains aspects de moi, de ma personnalité, j'accepte certaines situations aussi, j'accepte que je ne peux pas tout contrôler, j'accepte que je ne peux pas aimer tout le monde et que tout le monde ne m'aime pas. Voilà, dans l'acceptation, il y a vraiment quelque chose de très très global,
mais juste dire j'accepte. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, rien qu'en disant ces mots-là, il y a une part de colère qui s'en va, de frustration, de tristesse potentiellement, parce qu'il y a quelque chose d'assez neutre et d'équilibré en disant les choses sont comme elles sont. Je peux être en capacité d'aller chercher une amélioration, là où je juge que c'est important, et d'ailleurs en quoi c'est important. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis assez honnête, assez mature, assez adulte, pour voir un petit peu le contour de ma vie, de ma personnalité, de mon environnement, et d'apprécier ça de manière très neutre, assez sereine, et d'être du coup en capacité avec ce calme de viser, pour moi, des axes d'amélioration, et une version un peu plus optimisée de moi-même. Alors une fois qu'on a fait tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut? Vous entendez, être capable de viser des améliorations, ça veut dire qu'on va passer à l'action. Dans les clés de l'estime de soi, il y a le mot agir, se mettre en action. Se mettre en action, pourquoi? Parce que si on est juste dans le mental, en train de dire il faudrait que, je devrais, je me dis que, et qu'on ne l'a pas expérimenté, on va passer à côté de quelque chose, voire même on ne va pas le faire. C'est-à-dire que ça va rester seulement de l'ordre du virtuel, du mental. Alors, la technique des petits pas est la meilleure technique pour avancer, pour opérer des changements, petit à petit. C'est-à-dire, j'ai repéré que j'étais pas à l'aise en public, par exemple, et que c'est quelque chose, voilà, avec beaucoup d'honnêteté, qui peut être handicapant, alors qui par moment, au final, a des bons côtés parce que ça me permet de me mettre en retrait, d'être en observation, et j'aime bien cette posture, par exemple. Ça me permet de regarder des détails, d'être vraiment attentive aux autres, etc. Mais par moments, ça me bloque parce que je ressens beaucoup de stress, c'est très désagréable quand je dois prendre la parole, j'ai l'impression de ne pas prendre ma place ou de ne pas la voir, j'ai l'impression que ce que je vais dire c'est bête, que je serai jugée, voilà, il y a tout ça, d'ailleurs la peur de prendre la parole, d'intervenir dans un groupe. Donc tout ça, là, on vient d'entrevoir les premiers aspects. La connaissance de soi, j'ai peur de prendre la parole, l'honnêteté, ben oui, je me l'admets, c'est comme ça. Une forme d'acceptation, c'est comme ça. Mais aussi se dire, mais ça ne me convient pas tout à fait. Il faut que je modifie deux, trois trucs parce que je sens bien qu'il y a une limite à cela. Et donc, ça peut être quoi l'action? Ça peut être de se dire, ben, la prochaine fois que je suis en groupe ou je suis en public, je me force à ne pas forcément être qu'en mode observation, mais à aller m'intégrer dans un groupe et puis relancer, poser une question, m'intéresser et juste voir ce que ça fait et voir comment les autres accueillent ça. Est-ce que les gens se moquent et me lancent des tomates en disant bouh, qu'est-ce qu'elle fait là, n'importe quoi ce qu'elle raconte, ou au contraire, si au final ça se passe plutôt bien. Et si moi, c'est une expérience que j'aimerais recommencer. Et donc, juste tenter ça et se fixer juste ce petit challenge. Je veux dire, la prochaine fois, il y a ce groupe-là, j'y vais, et puis je me mets à côté, je m'intéresse, je dis une phrase ou deux et je vois comment ça se passe. Et ça, c'est le petit pas, ça, c'est l'action. C'est-à-dire que je ne suis pas restée dans il faudrait que, mais je le tente. Je le tente à ma manière, de manière un peu sécurisée, peut-être dans un groupe que je connais déjà un petit peu, où je connais une personne, et je vois ce que ça fait. Et après, j'analyse comment ça s'est passé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Quels sont les feedbacks que j'ai reçus? Est-ce que c'était agréable, pas agréable? Qu'est-ce que les autres ont pu penser de ça? Et qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Peut-être de sentir que j'avais ma place dans ce groupe et que c'était aussi confortable de ne pas être qu'observatrice, que c'était aussi intéressant d'apporter un élément dans la conversation. Donc c'est tout ça que ça va venir peut-être modifier comme perception. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va venir modifier notre croyance en se disant je ne suis peut-être pas qu'une personne qui a peur de prendre la parole en public. Je suis peut-être juste quelqu'un d'un peu timide, mais qui est en train de petit à petit faire des pas vers ça et qui est en train de découvrir que c'est aussi agréable de prendre sa place dans un groupe. Et donc là, vous voyez, la croyance est en train de se transformer en disant je pense que c'est agréable d'avoir mon mot à dire dans un groupe et de m'autoriser à prendre la parole. Et cette croyance, elle est bien aidante pour le coup. Donc voilà, agir. Et quand on fait ça, quand on agit, ça nécessite de venir faire taire les petites voix. Alors moi, je les imagine souvent sur mes épaules, hein, je vous l'ai déjà dit. Les petites voix qui sont à l'intérieur de nous, là, ou sur les épaules, et qui disent « t'es pas capable, ils vont se moquer de toi. » Et s'ils te mettaient à l'écart, s'ils te jugeaient.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre gendarme intérieur, notre critique intérieure. Et c'est bien légitime d'avoir ces petites voix. Et j'ai même envie de vous dire, quitte à choquer un peu, qu'elles sont aidantes. Même ces voix pas très agréables. Pourquoi elles sont aidantes? C'est qu'elles, ce sont comme des signaux d'alarme, d'alerte. Et sans eux, peut-être que vous vous mettriez en danger. Sans eux, peut-être que vous ne prendriez pas conscience que vous n'êtes pas tout à fait prêt à faire quelque chose. La personne qui a un signal d'alarme, avant de prendre une décision et qui lui dit « mais attends, tu vas faire une bêtise, tu prends une décision, là c'est dangereux, t'es sûr de... et si tu te trompais, et tu te rends compte si tu te trompais les conséquences », voilà, si les petites voix elles disent ça, peut-être que ça invite la personne qui reçoit ces petites voix à se dire « attends, du coup je vais peut-être juste rejeter un œil sur le projet, là sur la décision que je suis en train de prendre, est-ce que tout est ok ? Est-ce que les paramètres là qui sont importants pour moi, est-ce que c'est bon ? Est-ce que voilà, tout est réuni ?» Et ça invite à se reposer la question, à revérifier, à peut-être réanalyser une fois encore pour être sûr. Donc cette petite voix là, elle a été aidante. Là où elle devient moins aidante, c'est quand cette voix, elle occupe toute la place et qu'elle ne laisse pas la place à une autre voix, celle qui est un peu aidante, qui dit « bon maintenant c'est bon, t'as vérifié, c'est ok, il faut y aller ». Et là, vous entendez qu'il y a une dualité de voix à l'intérieur de nous. La petite voix qui alerte et qui est vraiment issue de la peur, hein, quelque part, la peur de rater, la peur de l'échec, la peur du jugement. Et l'autre voix, elle, qui vient un petit peu plus du cœur, qui est un peu plus soutenante et qui va dire « allez, maintenant c'est bon, faut y aller, fais-toi confiance, c'est bon, t'as vérifié, t'as écouté l'autre petite voix, le collègue, là, maintenant tu vas m'écouter moi, puis on va y aller ». Et donc, accepter ces petites voix, qui est ce débat à l'intérieur, et juste se dire que, quoi qu'il arrive, c'est vous qui pilotez. C'est-à-dire que ces petites voix, vous êtes tout à fait en capacité de les écouter, et l'une et l'autre, et en capacité de se dire, ok, à laquelle maintenant je vais donner un peu plus d'intérêt, un peu plus de coffre, un peu plus d'étoffe, d'épaisseur. C'est vous qui décidez ça. Donc, ne pas les rejeter, ne pas les mettre sous le tapis, mais juste orchestrer, comme un chef d'orchestre qui dirait « ok, toi je t'ai entendu, maintenant toi, qu'est-ce que tu as à dire ?» Et au final, créer une harmonie entre les deux en prenant l'utilité de l'une et de l'autre et en avançant, en continuant à se mettre en action. Et ça veut dire qu'on peut se tromper. Bien sûr qu'on peut se tromper. Accepter l'idée qu'on peut avoir un échec. Alors, vous savez, vous connaissez l'expression ou les expressions. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. L'échec nous donne juste une opportunité de faire mieux la prochaine fois. Voilà, il y a tout un tas de jolies phrases autour de ça. Et c'est pas que de la théorie, c'est vrai. Un échec par rapport à quoi? Un échec, ce serait quoi? Se planter complètement? Est-ce qu'on parle de vie ou de mort déjà? Est-ce qu'on est dans un registre comme ça, à ce point-là? Et puis, avant de se dire c'est un échec, on a certainement, si on est un peu prévoyant et que les petites voix elles se sont allumées, prévu un scénario 1, un scénario 2, un scénario 3. Donc voilà, c'est juste qu'il faut peut-être basculer au scénario 2. Peut-être que le 1, en effet, ça ne s'est pas passé comme ça. Ok. Mais du coup, c'est quoi le plan B? Et on bascule au plan B. Avec les opportunités qu'on avait pu voir dans le plan B, parce qu'il y en a forcément. Donc ça invite à ne pas se dire c'est blanc, c'est noir, mais à avoir un espèce de mode dégradé comme ça. Et dégradé dans le bon sens du terme pour le coup. C'est-à-dire, ok, l'option 1, pas fait, pas atteint. Alors après, ça invite aussi à questionner, bien entendu, qu'est-ce qui a manqué, de quoi j'aurais eu besoin pour la prochaine fois. Mais maintenant, il y a le plan B. Et du coup, on n'a pas réussi ça, mais ça, on y est à peu près. Ok, on y est. Donc ça va me permettre de faire quoi et au final, est-ce si grave de n'être qu'au plan B? Vous voyez, donc ça permet aussi de relativiser. L'échec, vraiment le prendre non pas comme quelque chose de personnel, ne pas personnifier l'échec. Mais l'échec, déjà, c'est une réalisation, c'est-à-dire c'est un de vos actes qui n'a pas abouti, en tout cas pas comme vous le souhaitiez, mais envisager du coup les opportunités que vous ouvre cet échec. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui viennent me voir pour la recherche d'emploi et qui visaient par exemple un super poste, un super job, on travaille là-dessus et puis ils passent l'entretien, voire même 1 ou 2 entretiens et n'ont pas le boulot à la toute fin. Alors bien sûr, quand elles reviennent, elles me disent je me suis plantée, c'est un échec, j'ai pas été bon. Ils ont préféré quelqu'un d'autre. C'est que j'ai moins de qualité, je suis pas à la hauteur, voilà, avec tout ce que ça vient réveiller forcément, et c'est bien légitime. Et alors bien sûr, je vais questionner, je vais accompagner ça et dire donc après on fait quoi?
Donc on arrête de chercher, on se dit bah, c'était celui-là ou rien, ou est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui peuvent se présenter? Et qui dit que les autres opportunités ne seront pas potentiellement aussi intéressantes que ce que vous venez soi-disant de rater? On ne sait pas. Et est-ce qu'il n'y avait pas une bonne raison pour que ça rate? Peut-être que l'opportunité, le plan B, est peut-être au final plus intéressant pour vous, parce qu'il est peut-être plus ajusté, avec l'instant, avec le contexte, et peut-être que le plan A, à un moment donné, se réapparaîtra à un autre moment dans votre vie, parce que ce sera peut-être le bon moment, tout simplement. Donc, il y a deux façons, comme je dis souvent, de tourner son regard, soit vers en effet ce que j'ai raté, soit de se dire, ok, ce que j'ai raté, ça m'ouvre quoi comme opportunité, comme enseignement, et qu'est-ce que ça me permet de faire, ou de me dire, ou d'être. Donc, voilà comment on peut décider, là aussi en pilotant, la façon dont on porte son regard sur les choses, on met un focus, et de prendre des décisions en fonction de ça. Et vous voyez que en se disant ça, l'estime de nous, elle n'est pas abîmée. Elle, a- Elle est sur le coup un petit peu ébranlée, forcément, parce qu'on se dit j'aurais pu, j'aurais dû, je n'ai pas été capable de, etc. C'est que je suis pas assez bon, voilà. Mais après, au final, avec cet instant de recul, et regarder vraiment les choses, les faits, peser les options, peser les potentialités, se dire mais au final, c'est pas ça, mais c'est ça. Et dans ça, ça me permet d'être quoi ou de faire quoi, malgré tout, même s'il y a du malgré tout, même si c'est qu'un plan B. Il y a des plans B qui sont de temps en temps plus rassurants, plus sécurisants qu'un plan A. Donc, c'est ça qu'il faut mesurer et de voir comment, au final, en réussissant même ce plan B, c'est valorisant. Alors, après, dans ce que je viens d'exprimer, il y avait, donc, pour résumer ce côté se connaître, s'accepter, être honnête, passer à l'action, écouter les petites voix et faire taire le gendarme intérieur quand il est trop fort, et notamment inviter une autre petite voix plus aidante, accepter l'idée de l'échec. Et puis après, il y a l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est un des éléments aussi de la roue de la confiance en soi. Il y a d'abord l'estime de soi, l'affirmation et la confiance en soi. S'affirmer, c'est quoi? C'est pouvoir dire clairement qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, savoir dire non. Et pourquoi c'est important pour l'estime de soi? C'est que moi, j'entends trop de personnes me dire, bah là, j'étais dans une conversation, j'entendais des choses et j'étais pas forcément d'accord, mais j'ai pas osé dire que j'étais pas d'accord parce que j'avais un peu peur euh, mais que du coup, ça vexe la personne en face de moi, par exemple, ou j'avais un peu peur du coup de pas avoir assez d'arguments, de pas être assez précise. Donc ça, c'est un petit peu le côté soit parfait, de pas avoir le mot juste pour bien expliquer. Du coup, bah, je préférais ne rien dire. Et du coup, je questionne en disant, ben, ok, et comment ça s'est passé à l'intérieur de vous de ne pas dire, de garder ça pour vous? Alors, certaines personnes me disent, parce qu'elles ont des doubles stratégies, me disent, au final, ça a été, je me suis dit, tant pis. Ah, d'accord, très bien, tant pis. Et du coup, ça se reproduit, ce genre de situation? Bah oui, oui, ça peut se reproduire au travail, à la maison. Ok, très bien. Et donc, à nouveau, oui, bah, une fois, par exemple, c'est une collègue qui m'a demandé de faire quelque chose. J'avais ni le temps ni l'envie, mais je l'ai fait quand même. Mais du coup, ça m'a mis en retard sur un truc à moi. Et puis voilà, bon, c'est comme ça. Donc, je dis donc, tant pis, c'est comme ça. Et là, comment vous étiez? Bah, je m'en voulais un peu parce que je me dis qu'au final, du coup, ça me retombe dessus et du coup, moi, j'ai pas fini mon travail ou je l'ai pas bien fait. Du coup, mon patron pourrait me dire que j'ai pas été sérieuse alors que moi, j'aurais bien voulu. Et donc, on en fait quoi alors du ce tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez? En fait, je ressens un peu de colère contre l'autre, mais surtout contre moi parce que j'ai pas su dire. Ok, on y est à l'affirmation de soi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir se mettre en retrait pour protéger l'autre, euh, pensant protéger l'autre, parce qu'au final, est-ce que ça le protège vraiment? On se met soi-même en danger. En danger par rapport, alors, soit en danger de manière concrète, hein, parce que on peut s'oublier dans son travail, on peut du coup faire les choses plus vite, moins bien, voire ne pas les faire du tout. Et puis on peut s'oublier soi-même dans sa valeur, c'est-à-dire je tais complètement ce qui est à l'intérieur de moi, je tais mes opinions, je tais, voire je piétine mes valeurs en faisant croire que je suis ok avec les autres alors que pas du tout et que c'est en train de bouillir à l'intérieur de moi. Donc c'est être en capacité de pouvoir exprimer calmement
que l'on n'est pas d'accord, qu'on a cette opinion, cette façon de voir ou de faire, et d'aller voir auprès des autres comment ça s'est entendu. Alors accepter, après, j'ai envie de dire, ça regarde les autres, mais en tout cas, qu'ils puissent l'entendre. Qu'ils puissent l'entendre parce que la meilleure façon de pouvoir intégrer que c'est important, c'est de se dire comment feraient les autres pour vous comprendre et pour intégrer potentiellement un de vos jugements ou une de vos façons de faire si vous ne les exprimez pas. C'est un petit peu comme ouvrir une porte si vous n'avez pas les clés. C'est pas possible. Donc, s'affirmer, c'est aussi donner les clés à l'autre, de pouvoir vous comprendre et d'être en capacité du coup de pouvoir mieux communiquer. Parce que moi, si demain je vous dis que j'arrive dans un groupe comme ça où je ne vous connais pas et que je vous explique que c'est pas de la timidité, c'est pas de la froideur, c'est pas d'être hautaine, que juste ma façon, par exemple, de m'intégrer dans un groupe, d'abord, c'est juste d'observer un petit peu, d'être en retrait, et que ça me va très bien, et après, petit à petit, voilà, je viendrai alimenter peut-être de certains éléments, mais qu'au final, c'est comme ça que je fonctionne. Ça me permettra de ne pas me dire, ils vont me juger, ils vont se dire qu'elle dit rien, ils vont me penser que... Et vous aussi de me juger en disant, l'autre, elle n'est pas du tout en train d'intervenir, c'est qu'elle se met à l'écart, elle se prend pour qui. Donc ça évite tout ce genre de choses-là qui est vraiment très néfaste et pour les uns et pour les autres. Et je suis venue juste vous donner quelques clés de mon mode de fonctionnement pour que vous puissiez comprendre, en tout cas que vous soyez en capacité de comprendre. Et après, si vous ne comprenez pas quelque part, ça ne me regarde plus, ça vous regarde vous. Mais en tout cas, moi, je vous ai donné des clés pour vous expliquer comment je fonctionne. Et d'ailleurs, dans la communication, c'est un échange. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir, du coup, vous, comment vous fonctionnez. Et ça me permet de m'adapter aussi à votre façon d'être, de faire, et de ne pas, moi aussi, tirer des conclusions ou imaginer des choses. Donc, vous voyez que s'affirmer, expliquer comment on fonctionne, qui on est, quelles sont nos idées, permettent à l'autre de pouvoir aussi soit s'ajuster, soit en tout cas d'être en compréhension de vos modes de fonctionnement et de vos modes de pensée. Donc, c'est très important et ça vous permet aussi et surtout de prendre votre place et votre juste place. Une autre clé de l'estime de soi, c'est l'empathie. Être empathique. Alors, ça veut dire quoi être empathique? C'est un mot qu'on entend beaucoup, l'empathie. C'est être en capacité d'accueillir les émotions de l'autre. C'est un petit peu quand je venais de vous dire là que ça m'intéresse d'entendre les modes de fonctionnement des autres. Pour être en curiosité de l'autre et pouvoir être en capacité d'accueillir ses modes de fonctionnement, d'accueillir ses émotions, ne pas en faire mien, parce que ce ne sont pas mes modes de fonctionnement ni mes émotions, mais en tout cas, ça me donne des clés de compréhension. Et c'est un petit peu ça l'empathie, c'est-à-dire ça m'apporte une perception, une compréhension de vous qui va me permettre de me mettre à votre portée, dans le sens non pas au bas, mais juste comme si je regardais à côté de vous avec votre regard et de dire oui, c'est sûr que vu de cette fenêtre-là, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il dit ça, pourquoi il pense ça, pourquoi il fonctionne comme ça. Même si ce comportement que je suis en train de décrire m'horripile, ça me donne des clés de compréhension. Donc être empathique, c'est être en curiosité, être en accueil de l'autre sans jugement. Et du coup, ça permet d'éviter de se faire des films. Parce que on a accueilli sans se dire ou se raconter des choses à l'intérieur, sans développer un dialogue intérieur un peu compliqué, venir alimenter les petites voix négatives. Alors, la conclusion aussi de tout ça, de tout ce que je suis en train de vous raconter sur l'estime de soi, c'est aussi le fait de développer du soutien, du réseau. Quelles sont les personnes qui peuvent m'apporter, me soutenir, éventuellement me donner des feedbacks pour que je puisse continuer à grandir dans ma démarche. C'est comment je demande ce soutien, comment je le sollicite. Est-ce que quand une main est tendue, est-ce que je la saisis? En quoi ce serait intéressant de la saisir et qu'est-ce qui fait que je ne la saisis pas? Et saisir une main, faire appel à son soutien, est en aucun cas un aveu de faiblesse ou de fragilité. Mais au contraire, c'est une clé de partage, c'est une clé de connexion à l'autre, qui va nous permettre de comprendre nos émotions, nos comportements, ceux des autres, d'être en ajustement comme ça, avec de temps en temps des effets miroirs, et du coup de développer une meilleure connaissance de nous, acceptation de nous, et puis de se dire qu'on est accueilli dans un groupe, on fait partie de quelque chose. Et le soutien, par exemple, est un des facteurs clés
de la résilience par exemple. Donc développer son soutien, s'assurer qu'on a le soutien des autres, s'assurer d'être le soutien aussi de quelqu'un d'autre, ça permet de développer des bénéfices pour soi et pour l'autre voilà, qui sont mutuels et qui sont vertueux pour l'estime de soi. Alors, j'espère avoir été exhaustive sur cette vidéo d'une demi-heure sur l'estime de vous. Sachez que c'est quelque chose qui se travaille, qui s'expérimente, qui s'entretient et qui se nourrit, qui s'arrose, un petit peu comme une plante. Alors moi, je vous invite à arroser régulièrement votre estime de vous. N'hésitez pas vous noter. Moi, je suis beaucoup dans la verbalisation par écrit. Euh, tout ce que vous pensez de vous, tout ce que vous vous dites sur vous par rapport à ces 9 clés que je viens de vous énoncer. Comment ça chemine en vous, quelles sont les interrogations. Et puis si vous souhaitez que nous les partagions ensemble, ce sera volontiers lors d'une séance ou lors d'un accompagnement plus complet sur l'estime de vous. Et surtout, dites-vous, ben voilà, le fait d'être à une échelle entre 0 et 10 de temps, par exemple de 4, 5 ou 6, qu'est-ce que ça me permet de faire déjà et qu'est-ce que ça ne me permet pas encore tout à fait de faire? Qu'est-ce qu'il me manquerait? Jusqu'à combien il faudrait que je sois pour pouvoir faire ceci, envisager cela? Et c'est peut-être ça qu'on peut travailler ensemble en séance. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à poster des commentaires, des avis, des témoignages. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre éventuellement. Et je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.